Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Late et Smart, c'est reparti en ce jeudi soir, 1 heure pour commenter, analyser, essayer de tirer des enseignements de l'actualité économique du jour au sens large. On démarrera donc évidemment un petit peu quand même si on est d'abord là pour parler d'économie, des événements qui ont lieu hier soir, heure de Paris, quasiment cette nuit d'ailleurs, heure de Paris, à Washington. Bien sûr, ce sera l'apéritif. Et puis ensuite, c'est le cas toute la semaine. Je demanderai à mes deux invités leur prévision 2021 et leur souhait 2021. Je rappelle voilà, l'exercice, la prévision, c'est quelque chose de quand même d'assez possible, d'assez probable même. Et puis le souhait, là, c'est plus personnel. Et puis ça peut être plutôt improbable, mais c'est possible, pas impossible, pas totalement, n'importe quoi. Et puis dans la deuxième moitié de l'émission, parce que mes invités notamment sont des spécialistes de l'immobilier, on parlera immobilier. En France, je poserai la question de quoi le marché de l'immobilier, de quoi l'immobilier est-il l'indicateur? C'est un peu une passion française, hein, l'immobilier, on en parle partout, dans tous les dîners en ville, il y a toujours un sujet immobilier qui revient. Voilà, on essaiera de rendre tout ça un peu économique et d'en tirer des conclusions. Mes invités, je le disais, deux spécialistes éminents de l'immobilier. À ma droite, Édouard Pellerin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de Valoptime, donc vous êtes vous dans la promotion immobilière. À ma gauche, Lénaïque Boucher, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes entrepreneur également. Je le disais, tous les deux, fondateurs de la société Cocoon. Vous êtes spécialiste de la recherche d'appartements à la location. Hein, donc c'est un créneau pointu, spécifique. Merci à tous les deux d'être à mes côtés ce soir. Je le disais, petit apéritif de début d'émission. On ne va pas passer toute l'émission là-dessus. L'ensemble des chaînes info le font depuis hier soir. Donc on ne va pas en rajouter une couche. Moi, ce que je voudrais, c'est je vais balayer par rapport aux événements de Washington hier soir, je vais balayer un certain nombre de réactions qui puissent dépêches ou réactions sur Twitter, et puis vous me direz, celles qui vous intéressent le plus, celles que vous partagez, ou si c'est pas le cas, ce que ces images ont déclenché chez vous quand vous les avez, vous en avez pris connaissance hier soir ou tôt ce matin. Regardez, alors. Olivier Babot, le président de l'Institut Sapiens, lui dit, je crois que ce sera l'une des images de la décennie. Donc c'est là, ce bonhomme, c'est quand même la vedette numéro 1 dans le monde entier depuis hier soir. Donc c'est celui qui est monté au siège du speaker au Congrès américain. Olivier Babot qui nous dit, je crois que ce sera l'une des images de la décennie. Donc on ne sait pas si le personnage est décalé par rapport au décor ou si c'est en réalité ce décor des institutions traditionnelles qui est devenu décalé par rapport aux citoyens. Elon Musk, oui, il a aussi commenté ces événements de façon très différente. Il a tweeté une image, il nous a dit c'est l'effet domino. Et l'effet domino, je ne sais pas si on voit très bien sur votre écran. En gros, ça démarre website to rate women on campus, donc c'est une allusion à la création de Facebook, et ça termine avec un tweet ou un post Facebook d'un journaliste d'hier soir. The capital seems to be under the control of a man in a Viking hat. On vient de le voir. Donc lui, il dit c'est l'effet domino. En gros, il dit c'est les réseaux sociaux. Hein, c'est-à-dire les réseaux sociaux ont abouti à ce type de manifestation. Bruno Tertrais, spécialiste de géopolitique à la Fondation pour la recherche stratégique, était venu ici. Lui, il a juste tweeté une photo. Xi Jinping et Vladimir Poutine qui trinquent, sous-entendu, il y en a qui en profitent. De fait, il n'a pas tort. L'AFP nous a fait une dépêche ce matin pour nous transmettre les propos hier soir du président iranien Hassan Rouhani qui s'est empressé et s'est fait plaisir de dire que la démocratie occidentale était fragile et vulnérable, mettant en garde donc contre la montée du populisme entre guillemets après donc les troubles à Washington. Le syndicat de police Synergie Officier, il nous a rappelé que les gilets jaunes seraient probablement arrivés au même résultat à l'Élysée l'année dernière, ou plutôt en 2019, pardon. À l'Assemblée nationale ou à l'Élysée sans l'action de la police. Rappelons que manifestement la police n'était pas très présente à Washington hier soir. Nos confrères Thierry Arnaud qui, à partir de ce qui est quand même une information importante d'hier aussi, qui est que le Congrès a donc validé définitivement la victoire de Joe Biden à la présidentielle, Thierry Arnaud qui nous dit Donald Trump a été le vecteur et le carburant irresponsable d'une colère profonde, confère hier soir, mais ils n'en ont pas la raison. Joe Biden et la majorité démocrate ne réussiront que s'ils parviennent à lui apporter une réponse. Il y a du sérieux, du moins sérieux. Globalement, c'est quand même plutôt des choses sérieuses. Allez, est-ce que vous retenez un commentaire plus qu'un autre ou un commentaire personnel? Lénaïque, pour commencer, par exemple.
Moi, très honnêtement, je suis fan de la photo de David Crockett dans le Du Capitaine. Viking, ou de David Crockett, ou de Jamiroquai, effectivement, voilà, il a été aussi... Moi, je suis impressionné parce qu'elle elle est presque artistique, cette photo. Je trouve qu'on voit bien la démesure. Enfin, voilà, c'est un petit clin d'œil à la démesure américaine. Tout est possible. C'est quand même assez... Des mesures / délire, un peu. Hein. Ouais. Enfin, moi, quand je l'ai vu, je me rappelle le terme que j'employais, c'est ubuesque. Waouh. Voilà, donc ça m'a fait sourire en même temps. Voilà, pour ce que vous avez cité, il y a beaucoup de récup un peu politique dans tous les bords à chaque fois. Forcément, a fortiori à l'ère de Twitter. Oui, voilà, des chaînes d'infos et de l'immédiateté de l'information. Oui. C'est ça. Et puis c'est de bonne guerre. C'est un peu effectivement finalement des choses qui partent des réseaux sociaux et qui aboutissent à cette conclusion. Donc c'est normal que ça soit repris et amplifié sur les mêmes réseaux sociaux. Oui, en même temps, bon, des épisodes comme ça, il y en a déjà eu avant, même avant les réseaux sociaux. Il n'y avait pas tellement de réseaux sociaux à Paris le 6 février 1934. Donc, voilà, il y avait de la presse qui jouait, une certaine presse qui jouait à peu près le même rôle. Édouard, quelle est votre analyse? Encore une fois, on ne va pas passer l'émission, mais c'est intéressant. Il y a les réseaux sociaux. Donc ça fait tache d'huile en quelques secondes à travers la planète. Ça, c'est quand même nouveau par rapport à ce qu'il pouvait y avoir avant. Et effectivement, je vais réagir sur la même photo. Je ne sais pas si c'est pour son côté artistique. Moi, je suis en fait choqué, profondément choqué. C'est un petit peu comme quand les Gilets jaunes ont commencé à détruire l'Arc de Triomphe, etc. etc. Ouais. Je trouve qu'on est dans une conjoncture où les fondamentaux sont plus respectés. Une espèce de... On a l'impression qu'on est au mai 68 international. Quoi. Je trouve ça choquant, je trouve ça bouleversant. Alors, moi, je vous le dis tout de suite, parce que finalement, je trouve qu'elles ont quand même bien tenu, ces institutions, parce qu'ils ont été évacués, une heure après, ils sont revenus, ils ont fini par... Ils sont venus, les parlementaires sont venus. On n'a jamais permis de faire ce genre de choses il y a 10 ans ou il y a 15 ans. On aurait été mis au pilori. Oui. Bon, et encore une fois, ça s'est fait, manifestement, non pas la police laissé rentrer, c'est pas le cas, mais globalement le Capitole était manifestement pas très protégé. Ouais. Non, mais c'est sûr, il y a eu un débordement, c'est hallucinant qu'on puisse rentrer comme ça à cet endroit-là, quoi. Et les gars, leur activité principale, c'était quand même de prendre des selfies, ce qui est quand même, ce qui veut dire aussi pas mal sur... Il y a un côté jeu. Il y a un côté jeu. Oui, de photographier sur le... Voilà. Ok, allez, on va passer à nos... On en finit, voilà. On termine là, peut-être pas, on y reviendra peut-être différemment à la toute fin d'émission. On marque une large pause, en tout cas, sur ce côté de commentaires des événements de Washington d'ici hier soir. On va passer à vos anticipations 2021, messieurs. Anticipation 2021 donc, depuis lundi jusqu'à demain, donc toute la semaine. La première grosse partie de l'émission est donc consacrée aux prévisions et aux souhaits de mes invités. Le jeu, c'est une prévision, un souhait, ça peut être deux, pourquoi pas. Une prévision, c'est quelque chose d'assez possible, probable. Un souhait, c'est quelque chose de plus personnel et pas totalement impossible, tant qu'à faire. Allez, je commence par vous, Lénaïque Boucher, ou une prévision, votre prince, voilà, votre boule de cristal 2021 à vous. Alors pas des images de manifestations chaotiques à Washington, ça c'est fait. Donc à partir du 7 janvier jusqu'au 31 décembre, voilà, comment vous la voyez cette année? Écoutez, moi je la vois très très bien. Je pense qu'on est à un tournant qui s'affirme de plus en plus et que les marchés de l'offre ont du souci à se faire. Alors, explicitez un petit peu votre propos. C'est un marché qui n'a pas eu besoin de s'inquiéter, de se soucier du client. Et force est de constater qu'aujourd'hui, ils sont disruptés de tous les côtés parce que justement, on focus sur l'expérience client. Donc moi, je pense que ça soit dans l'immobilier, dans les banques, dans les assurances, dans tous ces marchés qui avaient l'habitude un petit peu de... Les marchés PPR, on les dit, voilà, c'est ça, Exactement. Ils sont chahutés très fort et ça s'accentue très vite là. Je pense qu'on va vraiment assister à quelque chose d'impressionnant. Donc on a déjà eu quand même pas mal d'industries ou de métiers disruptés, pour reprendre votre terminologie ces dernières années, évidemment. On va demander aux taxis, globalement, par exemple, ou aux agents de voyage. Leur métier, c'est plus le même qu'il y a 10 ans. Ce que vous dites, c'est cette prise en compte du client via une disruption technologique sur des secteurs qui étaient particulièrement traditionnels
traditionnel, fermé, figé, conservateur, pour pas redire pépère comme j'ai dit. C'est exactement ça. C'est parce qu'il y a toujours quelqu'un d'autre pour si jamais on signe pas avec ce client-là, finalement on s'en occupe pas très bien. Et les clients prennent le pouvoir. Ouais. Et c'était pas le cas avant. Non, je pense que pas assez ou pas suffisamment. Pas suffisamment. En fait, il y avait encore des. Donc, j'imagine, c'est tirer votre expérience dans votre métier de l'immobilier que vous, enfin après vous en élargissant, mais notamment voilà. Entrepreneur, je serais plus large. Entrepreneur. Quand on cherche des financements, on est aussi soumis aux règles d'un marché de bien sûr. très régulé et qui est féodal à mon goût, tout simplement, qui a besoin d'être réinventé. Il est temps en fait qu'il se pose les bonnes questions. Et en tout cas, on sera là pour les chahuter jusqu'au bout, quoi. Vous serez là. Alors, on va quand même rester un petit peu creuser un petit peu. On va pas faire avec David Croquette dans les agences concernées, mais. On sait pas. Il a voulu un peu disrupter la politique traditionnelle, manifestement, par sa présence et son accoutrement. Plus sérieusement, alors, on viendra sur l'immobilier tout à l'heure. Dans d'autres secteurs, vous disiez par exemple les banques. Mais je vais partir d'un truc que je connais bien, c'est la marque employeur. Ouais. C'est-à-dire que les collaborateurs aujourd'hui, c'est l'or de l'entreprise. Et plus on va dans la digitalisation et dans la transformation numérique, plus on va recruter des compétences pénuriques, plus c'est eux qu'il faut bien accueillir. Donc la relation client-fournisseur, vous l'appliquez à la relation de ce qu'on appelait employeur-employé, en fait, qui est en train de se retourner. Exactement. En termes de rapport de force. Alors, j'emploierais pas rapport de force, mais je pense que, si c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, finalement, le collaborateur, c'est aussi un ambassadeur, c'est aussi une partie prenante, c'est peut-être aussi un investisseur, c'est aussi un client, et il est quand même collaborateur. Et on voit bien que grâce à l'instantanéité et grâce au pouvoir de ce qu'apporte l'information par Internet, de ce côté, il n'y a plus moyen de tricher, quoi. Donc vous qui êtes chef d'entreprise, vous allez jusqu'à appeler vos collaborateurs vos clients. Non, d'une certaine manière, enfin vous ne les appelez pas comme ça au quotidien, j'en doute bien, mais d'une certaine manière, vous considérez que ce sont aussi vos clients. Ouais. En fait, ce qui m'intéresse, c'est qu'ils soient fiers, contents de venir nous retrouver au bureau. Et sinon, quand ils sont en télétravail, qu'ils soient conscients qu'on est toujours là pour les accompagner, parce qu'ils souffrent quand même de l'isolement aussi, comme tout le monde. Et du coup, je pense que ce qui compte, c'est cette chaîne humaine de solidarité qui a émergé très fortement après le Covid et qui se ressent, qui vient accentuer ce qui avait déjà démarré en termes de marque employeur, en termes d'importance de ces assets, de ces actifs qui sont les hommes d'une entreprise. Et je pense que ça s'accentue, et jusqu'au fameux client de la banque, de l'assurance, qui commence à avoir son mot à dire. Alors, commentaire, inversion du rapport offre-demande, prise de pouvoir définitive des clients par rapport aux fournisseurs, par rapport aux entreprises. Est-ce que vous-même, vous iriez jusqu'à considérer, non pas les appeler, mais considérer vos collaborateurs comme quasiment vos clients dans leur pèlerin ? Alors non, pas tout à fait, parce que mes collaborateurs sont spécifiques et il n'y en a pas beaucoup. Mais maintenant... spécifique, justement, donc non, mais quand je dis spécifique, oui, ils sont pas faciles à trouver. Alors c'est vrai qu'il y a une énorme dimension humaine qui se met en place avec les collaborateurs. On en parlait tout à l'heure, on essaye d'accompagner des choses qui peut-être n'étaient pas à prendre en compte tout à l'heure. On discutait tout à l'heure d'un monsieur éventuellement qui divorce, qui est accompagné dans le cadre de ses démarches immobilières, d'un divorce. Et oui, effectivement, cette dimension-là doit être prise en compte. Et aujourd'hui, on a les stress du Covid, etc. Donc le télétravail se met en place et est mis en place dans les entreprises. Mais derrière, ça améliore un certain nombre de conditions de vie, des mamans qui ont des enfants. Alors le tirer à l'extrême, c'est pas sain et c'est pas bon, mais tout le monde en profite et il y a des répercussions de ça. Et pour ce qui était de votre première question, j'ai aussi assez confiance en l'année 2021. Je considère que les gens ont été sclérosés par ces périodes de confinement. D'après ce que je lis dans les journaux, il y a beaucoup d'argent de particuliers dans les banques. Et les gens n'ont pas pu consommer, ou très très peu, ou très rapidement de manière furtive à Noël. Et donc je considère que... Beaucoup d'épargne accumulée chez ceux qui ont l'épargne. Et que derrière, la consommation devrait être au rendez-vous pour donner un spectre large. Et effectivement, on parlait des banques. Alors de l'autre côté, les banques aujourd'hui sont peut-être fragilisées. Enfin, en tout cas, elles ont ces fonds propres en plus. Ce qui serait sympa, c'est qu'elles jouent aussi le jeu pour les prêts qui sont en train de se durcir. On voit que les conditions de prêt sont beaucoup plus complexes pour les particuliers, ce qui ne va pas aider et améliorer le marché immobilier.
Pardon, je suis retombé là-dessus. D'accord, mais est-ce que, alors je tire la ficelle de rapport de offre-demande de Enec tout à l'heure. Vous êtes promoteur immobilier, donc vous vendez des programmes, donc vous vendez des logements. Oui. Concrètement, voilà. Est-ce que vous avez l'impression que par rapport, pas quel âge vous avez, mais enfin vous n'avez pas commencé l'année dernière, par rapport à il y a quelques années, le client a plus je sais pas quoi, plus de pouvoir dans la relation avec vous, avec un promoteur, qu'il y a quelques années. On vend des logements, oui, on vend des biens immobiliers, oui, mais on vend aussi des lieux de vie. Le client, il est au centre du dispositif. On a des logements participatifs, c'est-à-dire que les premiers acquéreurs viennent choisir avec nous une partie des matériaux, tout ce qui est la finition, c'est ça? C'est la fin du programme. D'accord. Et en fait, on leur laisse un spectre, un peu comme s'ils pouvaient... donc ça illustre très bien cette tendance. Vous dire. Ouais. Et en plus de ça, on a mis des lieux de vie dans les bâtiments, au sens écologique et environnemental, dans le sens où aujourd'hui, on a des jardins potagers ou des choses, des surfaces extérieures qui sont à partager dans l'immeuble et éventuellement à entretenir entre copropriétaires. Oui. Donc effectivement, là-dessus, vous confirmez aisément cette... Pour rebondir là-dessus, pareil, pour nous, notre académie de formation, en fait, on a fait une étude profonde de tous ceux qui sont rentrés pour accéder au statut de chasseur locatif qu'on appelle Cocooner. Oui. Et en fait, on a co-construit des modules de cette Cocoon Academy ensemble. C'est-à-dire qu'on les a sondés, on les a fait travailler par ateliers, avec des ateliers collaboratifs, participatifs, et au final, ce sont leurs modules qui vont apparaître dans cette matrice de formation qu'on met à disposition. Alors, pour essayer de s'éloigner un peu de l'immobilier, encore une fois, on y reviendra dans la deuxième moitié de l'émission. Cette inversion de la relation offre-demande, client-fournisseur, appelons-la comme on veut, dans d'autres domaines, vous la voyez où encore une fois, est-ce que c'est uniquement lié à la technologie ou est-ce que c'est aussi des mentalités par rapport à l'évolution récente qu'on a pu connaître ce qui est sûr, c'est que dans la technologie, il y a tellement une rareté de la compétence qu'effectivement, ça s'impose. Mais je pense effectivement qu'on peut parler de cycle keynésien. Je pense qu'on a un retour à la demande. Donc on est passé d'un cycle de l'offre et on passe à un cycle de la demande assez fort pour quelques années, quoi. Et donc on le retrouve dans pas mal d'activités. Je pense qu'on va le retrouver dans le tourisme, par exemple, qui a été mis à mal. On va le retrouver dans l'hôtellerie. On le retrouve partout. Ils vont se mettre à disposition de ceux qui ont besoin. Par exemple, l'hôtel, si je prends l'hôtel, Accor, fait des coworking pour que les gens puissent venir travailler, quoi. Ça, c'est parce que c'est une idée pour trouver un moyen de remplir un peu ces hôtels. Ibis, c'est arrivé par le Covid. C'est une réaction de survie, je suis d'accord. Sauf que ça amplifie un phénomène dont on parle, qui est, je pense, une inversion du cycle. Et en tout cas, un sentiment que l'expérience client est quand même au centre de tous les dispositifs aujourd'hui. Oui, et puis je vais rebondir dessus. En fait, les outils qui existent aujourd'hui, numériques, on part du site internet jusqu'aux applications smartphone, font que le client, s'il n'est pas capté et conservé, il est capable d'aller sur une application ou une autre en quelques secondes. Donc, si on ne le replace pas au milieu de la relation client, eh bien, il disparaît et on ne le revoit plus jamais. J'ai personnellement... il y a 3 jours, loué une maison pour cet été. Je n'ai pas compris toutes les questions qu'on m'a posées dans l'un des sites les plus connus. Au bout d'un moment, ça vous a emmerdé, ça m'a emmerdé, je suis passé à autre chose. J'ai fait la même recherche sur son concurrent. Et là, en 30 secondes, j'ai trouvé ce que je voulais et la maison que je voulais. Et donc, j'ai été là. Oui, donc là on est dans le cœur de l'expérience client. Exactement. Effectivement, c'est amusant parce qu'il y a quelques, vous parliez du voyage aussi. Oui. Il y a 3 jours, enfin il y a quelques jours, 60 millions de consommateurs à décerner, ou peut-être la fin décembre, je ne sais plus, à décerner ces cactus d'or. Enfin, c'est les mauvaises pratiques, voilà, de l'année 2020. Voilà, et dans le secteur du voyage, le prix cactus d'or ou je sais pas quoi, qui est donc le truc à pas avoir quand on est une boîte. C'est pas une. Oui, voilà. Était pour Go Voyage, qui, alors effectivement, tous les voyagistes ont été quand même massacrés dans cette année, notamment parce qu'ils avaient vendu des voyages et des billets d'avion qui ne sont pas partis pour ce qui est des avions, et parce qu'ils avaient moins bien géré la question de répondre aux questions des clients, remboursement ou pas remboursement, etc. Ils étaient montrés du doigt, alors que globalement, c'est le secteur qui a le plus souffert. Donc, et manifestement, d'autres voyagistes avaient mieux géré le truc. Donc, et j'aurais pas voulu être à leur place.
Non, mais c'est ce que j'allais dire. De travail la première, aucun chiffre d'affaires en face. Quoi. La première réflexion, c'est de se dire ils sont un peu vaches parce que globalement ils ont quand même pris le truc sur la tête. Mais manifestement, il y a plein d'autres qui ont mieux géré. Donc c'est là où vous dites la mise en concurrence, elle est quand même immédiate. Alors quand vous avez pris un billet, vous pouvez pas forcément, si vous pouvez pas le changer ou le rembourser, vous êtes embêté. Si on va un peu plus loin, on rentre dans une année émotionnelle. Ça veut dire que l'émotion... Là, on l'a vu hier soir aussi à Washington. Ouais. Mais là, si je reprends l'émotion... Pourquoi non, mais on déroule, tout est cohérent. Pourquoi il y a Speak Actus, c'est aussi parce que, d'un seul coup, j'ai payé et on ne me parle même pas. Ouais. On ne me parle même pas. Ouais. Alors que j'ai quand même... Enfin, j'ai peur. Oui, on peut tout accepter, mais il faut quand même qu'il y ait un dialogue. Quoi. Il ne faut pas que je tombe sur un disque. Un serveur vocal, faites le 2, faites le 3, il y a ras-le-bol. Non, un truc quand même, justement, je pense que ce qui va faire la différence, c'est la bonne appli, le bon message, le bon truc, le bon emoji. Non, c'est vraiment de l'émotionnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vit des trucs tellement importants avec des grosses amplitudes que je pense que même dans un marché de l'offre, il faut être capable de comprendre son interlocuteur sous le prisme de l'émotion. Et ça, c'est quelque chose d'assez, moi je trouve d'assez fascinant, mais qui n'est pas facile à travailler, parce que tout le monde n'est pas réceptif à tout ça. Voilà, donc quelqu'un qui n'est pas content, il le sera encore plus, d'autant plus que le contexte est anxiogène et voilà, les gens pètent les plombs, on va le dire comme ça. Donc il faut quand même qu'en face, on ait des gens responsables qui comprennent ça et qui soient mieux que ce qui soit pas, qui vont pas dire je comprends et puis en fait on s'en fout, qu'ils fassent quelque chose. Donc ça, vous pensez que c'est un acquis? Enfin, globalement, c'est quelque chose que c'est une tendance lourde et qui globalement est intégrée et qui est. Je pense que ceux qui le feront pas vont vite se faire déclasser par les autres. Ils seront largués. D'accord. Édouard Pellerin, une prévision, on l'a vu, ou un souhait peut-être pour peut-être un truc plus personnel pour 2021 dans la sphère économique, mais au sens très large, ça peut déborder. Un souhait personnel lié à mon activité. J'aimerais bien que l'obtention des permis de construire se fasse plus rapidement et plus aisément, et notamment qu'on facilite la transformation des immeubles de bureaux en logement, parce que pour moi, c'est un canal extrêmement important qui permettrait de résoudre une partie de la crise de logement. Et en plus des complexités techniques que l'on a lorsqu'on rencontre un immeuble de bureau, on a des complexités administratives. Alors, les deuxièmes, elles peuvent se faciliter facilement. Les techniques, on ne peut pas tous les transformer, mais il y a une partie que l'on peut faire. Alors, c'est intéressant, on parlait hier de réforme de l'État dans cette émission autour de cette même table, parce qu'effectivement, avec la polémique sur la stratégie vaccinale, on a beaucoup dit, voilà, administration, État obèse, incapable d'agir, de réagir, d'être agile, etc. On n'y revient pas, mais là, effectivement, quand vous dites délai d'obtention des permis, on est dans la relation du professionnel que vous êtes avec l'administration française, manifestement. Oui. Et donc là, on est en plein dans supposée non-efficacité de l'État, en tout cas en tout cas efficacité pas optimale pour être. Si vous voulez résorber un peu cette crise du logement, effectivement, il faut fluidifier l'obtention de ces permis. Il faut, alors ça commence à être fait, mais il faut. Oui, j'avais l'impression que c'était quand même déjà en amélioration. Alors, est-ce que c'est lié à l'administration ou est-ce que c'est lié au recours? On dit il y a tellement de recours maintenant. Les recours sont une thématique et l'administration est une autre. D'accord. Les recours, ça va un peu mieux parce que ça a commencé à se retourner vers les gens qui faisaient du racket, pour pas dire un autre mot, mais ça continue quand même à se faire. Et donc, gens qui vont donner recours juste pour être indemnisés, quoi, globalement. Oui, mais qui n'ont pas vraiment de préjudice et qui prennent en fait, qui prennent à mal un permis, pas forcément avec des choses qui sont pertinentes juridiquement parlant, mais juste le fait d'inscrire une procédure. Selon la façon dont c'est enregistré par le tribunal, ça fait bloquer tout le chantier. Derrière, c'est toute une économie, c'est des gens qui ne peuvent pas travailler, les entreprises qui ne peuvent pas travailler. Donc c'est monnayable, d'où l'expression de racket de votre part. Oui. Ça vous choque? Ok. Non, si, en l'occurrence, j'ai une procédure contre un permis, donc je vous en parle après l'émission. Mais j'ai rien demandé comme argent, et en l'occurrence, je ne suis pas dans une logique de racket. Donc ça, c'est pour la partie, effectivement, recours. La partie administration, sur cette idée de réforme de l'État, c'est votre vision. Voilà, effectivement, je pense qu'il y a des canaux ou des segments où on pourrait augmenter l'offre facilement, notamment en facilitant certaines transformations de zones, certains immeubles. On parle des immeubles de bureaux, il va y avoir, avec le télétravail, il va y avoir des milliers de mètres carrés en stock. Qu'est-ce qu'on va en faire? Les regarder? Les institutionnels vont les regarder? Non. Ce qu'il faut, c'est pouvoir les transformer, il faut faire autre chose. Et on parlait tout à l'heure de co-living. Effectivement, il faut mettre du co-living à côté du coworking. Pourquoi? Parce qu'on a un phénomène de décentralisation. Les gens qui ne peuvent plus s'acheter de l'immobilier en Île-de-France ou dans les villes principales,
ils vont à l'extérieur pour avoir un confort de vie plus important, mais il faut qu'ils reviennent de temps en temps pour travailler au cœur de leur entreprise, et donc d'y dormir une journée ou deux par semaine. Donc le co-living et le coworking peuvent tout à fait se marier au même endroit, dans le même immeuble. Il faudrait que vous trouviez des mots français, hein, si ça devient quelque chose de généralisé. Remarquez, le coworking, vous y êtes pour rien, hein, non plus. Hein, mais effectivement, il faut trouver des termes. Ouais. Allez, un souhait perso. L'ENAIC pour 2021, dans l'univers économique ou pas, au plus large ou moins large ou plus précis. Mais plus large. Moi, je souhaite à tous et à toutes et à tous de trouver sa place dans la société qui est en train de se réinventer et qui finalement est assez incertaine, mais qui offre plein d'opportunités. Donc que ça soit en termes... Trouver sa place, alors c'est-à-dire si on est... son job idéal, parce qu'il y a des choses peut-être qu'on n'a plus envie de faire. Hein. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui se sont rendus compte qu'ils avaient perdu le sens au travail. Peut-être aussi parce que les enfants... Son job idéal, c'est pas la même chose que son job. Hein. Effectivement, ce sur quoi vous insistez, c'est que les gens trouvent un job dans lequel ils soient épanouis. Plaisir, ils s'épanouissent. Et c'est possible, en fait. C'est ça que j'ai envie de dire, c'est que finalement, on croit que c'est dur, mais en fait, non, c'est pas si dur que ça. Après, tout le monde n'est pas dans une start-up de l'immobilier, avec... voilà, il y a des gens qui sont dans l'univers un peu plus difficile, quoi, effectivement. Soit les gens qui ont les fameuses premières lignes dont on nous a rebattu les oreilles à raison pendant les confinements, soit des gens qui sont dans des métiers plus physiques, plus durs. Non mais est-ce que c'est pas un petit peu naïf, si vous me permettez, de provoquer comme ça mon souhait. Oui, non, mais pour 2021, voilà. J'assume l'innocence et la naïveté de ce souhait, mais ce que je veux dire, et je le dis régulièrement à mes étudiants, c'est que c'est pas que naïf. C'est une façon de penser, c'est une façon d'être que je pense a été accélérée ou en tout cas mis encore une fois en évidence avec les premiers confinements. Pourquoi je me lève le matin? Je me lève en fait pas pour aller travailler ici. La chance que tu as, c'est qu'il y a plein de formations d'ailleurs qui sont maintenant sponsorisées, financées. Il y a plein d'instituts de formation. C'est bon moment pour se réorienter, pour se reconvertir, que ça soit donc dans sa vocation, dans son boulot, et aussi peut-être effectivement dans son espace de vie. Dans son logement, dans sa région, dans sa ville. On voit bien que là, aujourd'hui, on peut facilement venir bosser 2 jours à Paris et puis habiter à 2 heures. Quoi. Donc, il y a ce truc d'une nouvelle qualité de vie et finalement, c'est ça. Ce que vous dites, c'est qu'il y a plein de choses possibles. Il faut passer l'étape à la fois psychologique, intellectuelle et d'action, de se donner les moyens d'être mieux à tout point de vue, aussi dans sa région, dans sa ville, dans son job, dans son logement. Ça s'accompagne, ce souhait un peu naïf, d'un ras-le-bol de ceux qui se plaignent tout le temps et qui râlent tout le temps. Moi, j'en peux plus, quoi. C'est franco-français, ça me... Je comprends pas. En plus, on dit que c'est le caractère gaulois, donc on ne sait pas si ça va changer. Non, mais je pense que ça fait partie de la personnalité des Français, effectivement, mais franchement... un peu manifestement, ça va être mon fil rouge un peu bébête, mais manifestement, il y en a qui se plaignent aussi en Amérique. Hein. Mais en tout cas, on a pu en voir quelques-uns avec des cornes. Là. Mais en même temps, ils sont 25 et ils avaient un gardien avec une petite matraque qui faisait comme ça. Oui, on est d'accord. On se peigne pas de la même façon. Oui, on est d'accord. Mais non, mais prenons acte d'un truc, c'est qu'on a finalement à l'intérieur de soi un potentiel énorme. Ça se travaille, de la méditation au sport en passant par l'acceptation de la situation. Et à partir du moment où on accepte, on souffre plus. Et vous regardez, le jour où vous souffrez, c'est qu'en fait, vous n'avez pas encore accepté le truc. Le moment où vous avez accepté, c'est fini. Vous avez digéré le truc, et là, vous pouvez vous ouvrir une nouvelle porte. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a plein de belles nouvelles portes qui s'ouvrent. Et c'est ça, en fait, le message un peu positif qui est en train de... Enfin, derrière chaque crise, de toute manière, il y a beaucoup de... Les Français se plaignent trop, vous vous plaignez des permis de construire tout à l'heure. Non, je suis promoteur, j'essaie de développer mon activité. Oui, ça c'est normal. Donc voilà, c'est légitime. Non, les Français se plaignent trop, il faut plus positiver. Et c'est pas que... chose. Voilà, mais c'est vrai que si on veut résorber la crise du logement, ou en tout cas l'atténuer intelligemment, et je pense que c'est un des axes. Oui. Il y a des moyens. Il y a des moyens. Il faut créer une offre intermédiaire entre l'économie, la promotion libérale et puis le système des logements sociaux qui est, je pense qu'on en abuse et on en réabuse. Je ne suis pas du tout contre, mais ça crée 2 marchés qui sont tellement loin de l'autre, alors qu'au milieu, il y a beaucoup de choses à faire. Il faudrait créer des logements intermédiaires également
pour résorber cette crise du logement. Allez, on va poursuivre la discussion, notamment autour du secteur immobilier dans quelques instants, dans la deuxième moitié de l'émission. Restez avec nous, on a déjà pas mal parlé, vous avez bien raison. Restez avec nous, on marque une courte pause, mais c'était un peu l'idée justement avec vous deux autour de la table. Ce soir, c'était de beaucoup parler d'immobilier. Restez avec nous, on marque une courte pause, on se retrouve dans un instant. Retour dans Late et Smart, deuxième partie de l'émission. Merci de rester avec nous. On va poursuivre notre discussion autour du marché de l'immobilier, encore plus spécifiquement intitulé ce débat. De quoi l'immobilier est-il l'indicateur, sous-entendu de quoi les indicateurs immobiliers, en quoi ils analysent, ils expriment, ils racontent la société et l'économie française. L'immobilier, je le disais, je crois en sommaire, c'est presque une passion française. On parle très régulièrement d'immobilier, notamment du prix du mètre carré. C'est quand même une discussion fétiche dans les dîners en ville, en tout cas à Paris. Je ne sais pas si c'est le cas ailleurs. Et puis régulièrement, les journaux font des points sur le secteur de l'immobilier. Regardez, on est en début d'année, donc pas plus tard que cette semaine. Je crois que c'était il y a 2 jours. Grande page dans le Figaro. Regardez, immobilier 2 points vers un recul des prix en 2021. Le ralentissement à l'œuvre fin 2020 pourrait se poursuivre. Conditionnel bien sûr, quand on parle de prévision, mais le marché ne devrait pas s'effondrer avec toutes sortes de cartes et de graphiques. Aujourd'hui, les Échos, la même chose, immobilier 2 points, les premières tendances de 2021, activité et prix crédit qui se dessinent en ce début d'année pour les marchés de l'immobilier ancien résidentiel en France. Je rappelle, messieurs, vous êtes tous les deux les professionnels de l'immobilier dans des secteurs, la promotion immobilière en ce qui vous concerne, Édouard, donc l'achat et le neuf, la chasse d'appartements en ce qui vous concerne à la location, en ce qui vous concerne vous. Donc c'est effectivement ces 2 marchés différents, complémentaires, 2 regards différents sur le marché de l'immobilier. Déjà sur cette idée que on a l'impression que tout le monde a son avis sur le prix de l'immobilier, comme sur la composition de l'équipe de France de foot, et que c'est un. Est-ce que vous avez l'impression, vous qui êtes dedans, que tout le monde a son avis, qu'on parle beaucoup d'immobilier quand même dans... Moi, oui, mais parce que précisément, je ne suis pas dedans. Beaucoup de sujets, on parle très régulièrement des prix du mètre carré, etc. Alors que, mine de rien, on achète quand même, je connais pas, je sais pas, j'aurais dû réviser, hein, mais on achète un bien immobilier quand même pas tout le temps, quoi. Hein, c'est pas un truc qu'on fait. On en parle quand même beaucoup plus qu'on est présent. Non, c'est pas. Vous expliquez ça comment quand on est confiné, on est renvoyé à son logement, donc on parle de son intérieur et effectivement on parle. Oui, ça s'est beaucoup accru cette année. Vous avez raison. Oui. On parle pas que de transaction, on parle beaucoup de location. En l'occurrence, c'est la location qui a bien pris le report de la baisse des transactions. Mais c'est surtout que ça apaise beaucoup dans le PIB français. En fait. C'est une activité, c'est un gros secteur économique. C'est le plus gros secteur économique. Donc la première dépense. Voilà. Le logement. Voilà. Le logement. Voilà. Et après, si on regarde un peu dans les besoins humains qu'on a, finalement, on essaye, on dit souvent, tiens, tu vas avoir des enfants, et puis après tu vas vivre chez toi, quoi. Enfin, voilà, donc ça fait passer c'est un point de étape de vie symbolique importante, évidemment. Et puis je crois qu'il faut rappeler aussi, même si c'est un vieil adage, que la volatilité de l'immobilier est quand même beaucoup plus faible que les marchés financiers. Ah oui, c'est pas le Bitcoin, oui. Donc ça reste une valeur refuge qui est plus facile d'imaginer de transmettre, quoi, à partir du moment où elle est achetée dans des marchés normaux, dans des conditions normales, etc. Vous parliez d'intérieur, mais aujourd'hui, les gens cherchent un extérieur avec leur intérieur. Donc, c'est pour ça que de notre côté, on n'a pas attendu les périodes de confinement. On a toujours essayé de mettre en place des espaces extérieurs en même temps que les logements. C'est pour ça que je vous parle de lieux de vie, de jardins partagés tout à l'heure. Mais en moyenne, on vend 30% de surface extérieure avec chaque bien qu'on vend. 30%, ah oui, c'est très significatif, d'accord. Ouais. Alors, quand même, par rapport à l'économie, est-ce que c'est en décalage? Oui, non, pourquoi? L'économie s'est effondrée en 2020, quasiment dans le monde entier. Bon, on va rester sur la France, PIB, alors pas les chiffres définitifs évidemment, ce sera autour de moins 10% pour ce qui est de la croissance, enfin de la décroissance en 2020 de l'économie française. Les prix de l'immobilier globalement ont terminé, d'après tout ce qu'on peut lire, ont terminé l'année en petite hausse moyenne, en tout cas sur un an, hein, pas peut-être que l'année elle-même. Voilà, donc on est quand même en décalage. Et puis on nous annonce, si je dis ça, que vers un recul des prix en 2021, je disais, alors qu'à l'inverse, l'économie devrait rebondir. Comment expliquer cet apparent décalage? Mais si on regarde la bourse et les actions, le décalage est encore plus massif. Hein. Oui, mais alors, moi, c'est pas du tout mon domaine d'activité, donc je ne m'exprimerai pas sur les marchés. Non, mais justement, je ne demande pas. Et là, si vous voulez, c'est vrai qu'il y a eu des journaux qui annonçaient des baisses
sur le marché immobilier en fin d'année, mais on n'en a pas constaté. Très peu de personnes en ont constaté. À notre échelle, on n'en a pas constaté. Il n'y a pas de personnes qui sont venues nous dire on est après le confinement, donc l'appartement qu'on a acheté 100, maintenant on va vous le payer 95. Non, parce que de toute façon, on est dans un phénomène où il y a une raréfaction de l'offre. Pardon, je reviens sur ce que je disais. Oui, non, mais c'est-à-dire ça qu'il n'y a pas prouve beaucoup qu'il y a une d'offres. cohérence dans cette émission. Il n'y a pas beaucoup de permis, il n'y a pas beaucoup d'offres, et il y a une demande qui est importante. Et en plus, les gens sont aujourd'hui sclérosés par ces périodes de confinement, donc ils cherchent à sortir de là où ils étaient pour avoir autre chose plus loin, plus confortable, avec éventuellement un espace extérieur, qu'on aille plus loin ou qu'on reste dedans. Et ça reste également, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est pas un mythe, c'est pas marginal. Il y a vraiment beaucoup de gens qui, de façon significative, qui, parce que confinement, etc., on se sont posé la question, et plus que se poser la question, on sont passés à l'action sur le fait d'échanger un appartement dans une grande ville avec une maison avec jardin. Un autre détail. Pas dans la même grande ville, a priori. Avant, vendre un rez-de-chaussée, c'était synonyme de manque de sécurité et on n'arrivait pas à vendre les rez-de-chaussée. Aujourd'hui, vendre un rez-de-chaussée, c'est un must. Pourquoi ? Parce qu'il y a un jardin, il y a un accès à un certain nombre de choses. Je ne parle pas du rez-de-chaussée qui n'a pas de... Mais aujourd'hui, le rez-de-chaussée, il est survalorisé par rapport aux années d'avant. D'accord. Parce que justement... Quand il a un peu de mètre carré dehors. Voilà, et donc on atteint des valeurs au rez-de-chaussée qui sont dignes de celles du 2e ou du 3e étage. D'accord, donc ça c'est très concret. Pour ajouter quelque chose, toujours sur les transactions, j'ai quand même lu, et je le constate aussi à la location, qu'il y a vraiment une baisse de demande d'appartements pour une augmentation des maisons. Donc ça se reflète, je crois, de plus 4% sur le prix des maisons, plus 1,2% sur le prix des appartes à l'achat. Mais nous, carrément, on voit plus 20% de demandes. Plus 20% de demandes qui n'existaient pas avant le premier confinement. Et qui sont les gens qui mettent leurs menaces à exécution. C'est-à-dire que je ne veux pas me faire reconfiner dans 25 mètres carrés, 40 mètres carrés, 50 mètres calqués sans extérieur. C'est juste inconcevable. Et c'est vrai que quand on se balade un tout petit peu, qu'on fait 2 heures, c'est pas la même vie. Je veux dire, c'est beaucoup plus cool le confinement quand bien sûr, bien évidemment. On peut complètement sortir, il n'y a pas un flic qui vous arrêter ou faire un contrôle. Donc voilà, il y a quand même une liberté dans l'extérieur qui s'affirme et que ça soit à la Transac, et je le note alors dans des proportions moins fortes que chez nous, mais à la Loc, c'est incroyable. C'est incroyable. Et du coup, on a cette nouvelle... Donc vous êtes très clairement. Vous êtes capable de répondre à cette demande, en l'occurrence y compris en location, c'est ce que vous dites. Mais bien sûr. On a 2 nouvelles demandes qui sont très spécifiques qui sont apparus après le 2e confinement. La mise à exécution de ces gens qui se plaignaient au premier confinement. Après le 2e confinement. D'accord, donc c'est tout récent. Ouais, parce que tout va très vite, mais globalement c'est quand même récent. Ils disaient qu'ils avaient envie de partir, puis en fait ça durait, et puis ils se décidaient pas. Donc là, ils ont décidé qu'ils voulaient partir. Donc là, ils ont changé, ils ont décidé de changer de style de vie. Donc ça, c'est pour nous plus 20%. Et pareil, une nouvelle demande, on en parlait tout à l'heure, les primo-accédants qui n'accéderont plus au crédit, parce que c'est pas avec la petite loi qui est sortie. On va y revenir. Mais là, c'est un truc. Très clairement, c'est bloqué. Et ça, ces gens-là, ils sont frustrés, ils peuvent pas accéder au crédit, ils se reportent sur la location. Et ils peuvent aller loin en plus. Parce qu'ils ont des bons dossiers. Donc là, on a deux nouveaux types de demandes qui viennent se rajouter à la demande classique qu'on avait, qui sont toujours les demandes, les grands moments de vie, la mobilité professionnelle, géographique, le premier enfant, et puis la séparation. Voilà. Non mais ça s'est accentué. Oui, non mais vous le faisiez comme si c'était un truc qui... Genre c'est les 3 étapes, c'est effectivement c'est les 3 étapes obligatoires, 3 passages obligés, quoi. Voilà. Nous, on fait en sorte en tout cas, vous pour avoir 2 missions supplémentaires. Vous le constatez. Oui. Ça a sûrement un effet d'ailleurs sur l'immobilier. La précarité, c'est encore un autre sujet. Pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure en première partie, c'est que c'est très émotionnel. C'est encore plus émotionnel qu'avant, et que du coup là, il faut être à l'écoute, et c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. Alors, on va revenir sur les causes, ce que vous dites sur les primo-accédants. Vous le constatez aussi, les difficultés des primo-accédants ? Oui, effectivement. Ça, on ressent tout à fait un début de réticence sur les banques, les dossiers qui passent moins. Et c'est dommage parce que c'est vital, quoi. Pour le coup, c'est vital pour la société, ce que vous voulez dire. C'est pas vital pour le business des promoteurs. Enfin aussi, mais ce que je veux dire, quand vous dites c'est vital, c'est au sens pour le pays. Effectivement, il faut que les jeunes, ou les semi-jeunes puissent... Pour la construction psychologique d'un couple qui se met à avoir un enfant et à se marier, oui, on achète une maison.
c'est normal, c'est sain. Donc si on peut pas, si on peut pas les financer et qu'ils ne sont pas obligés de partir dans le marché locatif, on a la petite concurrence entre le marché d'acquisition et le marché de la location. Alors, les taux d'intérêt sont plus bas. Ça avait un petit peu remonté au milieu de l'année dernière. Je ne sais pas quoi, c'est rebaissé. Donc, de nouveau, les taux d'intérêt, d'endettement pour le crédit immobilier sont au plus bas absolument historique. Globalement, quasiment autour de 1%, 1,0 quelque chose. Enfin, c'est dingo. Donc, on se dit que l'accès au crédit est facilité. On a eu nouvelle loi, ce que vous avez appelé la petite loi, là, je ne sais pas comment elle s'appelle. Je crois que les nouvelles recommandations du Haut Conseil de stabilité financière qui dit qu'effectivement on peut s'endetter un peu plus sur une plus longue durée. Et malgré ça, Alors la petite loi, on n'a pas encore les effets de cette petite loi. Aujourd'hui, nous, globalement, on n'a pas de difficulté à écouler le stock de ce que l'on fabrique. Néanmoins, je ne peux pas vous dire si je vois les effets de cette loi. Mais c'est vrai que vous avez parlé de la durée du crédit, c'est l'un des seuls paramètres sur lequel on peut travailler. Il y a, tout à l'heure, on parlait des HLM. Les HLM, comment est-ce qu'ils font pour y arriver? Notamment parce qu'ils ont des cycles de financement qui sont extrêmement longs. Oui. Alors, si on prête de l'argent à des organismes qui dépendent de subventions globalement étatiques, qu'elles soient des villes ou de l'État ou des départements, pourquoi est-ce qu'on n'aiderait pas le particulier directement, lui aussi, à obtenir un crédit un petit peu plus long? Parce que ça facilite les choses. Mais c'est surtout les banques, donc ça veut dire quoi? La crainte du chômage, là, pour le coup, l'impact de la crise économique, alors que les taux, malgré tout, sont au plus bas et qu'on peut s'endetter sur encore plus longtemps qu'avant. Le fait que les primo-accédants commencent à avoir des petites difficultés, on le lit partout, donc manifestement, c'est que ça commence à être très concret. C'est la frilosité des banques qui anticipe les difficultés économiques. On peut le comprendre de leur point de vue aussi, c'est ça? Je partage leur avis, effectivement. Et puis en plus, si vous voulez... traiter des dossiers de petits volumes, ça prend autant de temps que sur un gros dossier. Et donc aujourd'hui, dans un contexte économique... Il vaut mieux prêter à des gens riches qui achètent un grand appartement, une grande maison, qu'à des gens pas encore très riches qui achètent un petit appartement, c'est ce que vous voulez dire? Coluche avait cette phrase, pas très rigolote, je vais quand même vous la donner. Il a dit on prête qu'aux riches parce que les pauvres ne le rendent pas. Ouais. Ouais, mais alors, Lénaïque, alors est-ce que c'est une opportunité pour la location? Oui. Juste pour revenir, j'ai pu comprendre qu'ils avaient changé de méthode. Il y a le fameux crédit différencié, c'est-à-dire que vous achetez et ensuite vous pouvez soustraire votre loyer quand vous avez mis en location. Et ça, du coup, vous pouvez vous endetter. Et c'est comme ça qu'était calculé le taux d'endettement. Sauf que maintenant, il est pris, on compte plus le revenu du loyer. Donc en fait, c'est devenu beaucoup plus dur parce que c'est une façon de mieux contrôler les risques. D'accord. Les taux sont bas, mais les critères sont plus contraignants. Exactement. Et c'est précisément maintenant qu'on a besoin de gens qui prennent des risques. Voilà. Je vais rebondir sur son idée. On a parlé de HLM, on a parlé d'accession, et on parle de loyer. Je pense qu'une partie des immeubles HLM qui sont de petite ou de moyenne taille devraient pouvoir être mis en copropriété, parce que quand vous êtes locataire, je ne sais pas si c'est le cas de ces locataires, mais vous n'avez pas le même degré de sensibilité et d'attention que quand vous êtes propriétaire. Et mettre des gens systématiquement dans un système... L'entretien de l'immeuble, vous voulez dire. Quand on n'est pas chez soi, on fait moins attention. Oui, bien sûr. C'est fatal. Donc les gens qui vivent sous dépendance des aides et qui en plus vivent toute leur vie dans des HLM, je pense qu'il y a une partie de ces gens-là qui... au bout d'un moment, ont une activité économique qui leur permettrait de devenir propriétaires et de se responsabiliser. Et donc, si vous prenez des immeubles de petite à moyenne taille qui sont faciles à gérer, dans lesquels les charges n'explosent pas pour des questions d'entretien, eh bien, on devrait pouvoir les mettre en copropriété et avoir un système locatif qui se convertit en système de crédit-bail avec la personne qui sera ensuite propriétaire d'un capital et qu'elle pourra le transmettre. Là aussi, il y a un axe de travail parce que j'ai l'impression que c'est une arlésienne, on en parlerait récemment, mais ça ne marche pas, je crois. C'est M. Sarkozy qui avait commencé à parler de ça. Oui, mais du coup, ça n'a pas pris, je ne sais pas pour quelle raison. Moi, j'y viens de voir une campagne de notre partenaire qui s'appelle Action Logement, avec qui quand même on travaille beaucoup. Ça y est, ils l'ont lancé, c'est-à-dire qu'ils ont un produit, c'est sur Inly, une de leurs filiales qui s'appelle Inly, qui fabrique d'ailleurs justement des biens intermédiaires. Ils appellent ça je sais plus comment ça s'appelle.
j'ai un trou, mais en fait, on est propriétaire. Je rentre dans un bien intermédiaire, je suis locataire et ça me fait l'effet d'un leasing, en fait. C'est un leasing pour devenir propriétaire. D'accord. Je trouve ça génial, en fait. Ben oui, parce que ça va aider ces gens à acquérir, à se fabriquer un capital, et je pense qu'ils vont beaucoup plus respecter l'immeuble dans lequel ils vivent, parce que la gestion des copropriétés, je ne voudrais pas être syndic des HLM. Pour revenir à ce que vous m'avez demandé, bien sûr que nous, on profite du dynamisme du marché locatif, par contre, pour le coup. Et on l'avait dit, ça fait plusieurs mois qu'on en parle, différentes phases, enfin, le peu de fois où on nous donne la parole. On avait dit, une agence immobilière, ne négligez pas la location, parce que ça va être le truc refuge de la transition, là. Bah, on est en plein dedans. Nous, c'est hyper actif, c'est reparti à fond, la demande, elle explose. Alors nous, on reste concentrés, parce qu'on a bien compris qu'il fallait quand même garantir l'inside du marché, c'est-à-dire le défaut de paiement. Donc, c'est pas parce qu'il y a plus de dossiers, plus de gens qui veulent avoir, faut forcément s'asseoir sur l'analyse du dossier. Mais du coup, ouais, c'est un marché qui explose. Alors, pour des raisons relativement compréhensibles, on se focalise souvent sur le marché parisien. Est-ce que le marché parisien est significatif du marché français, ou est-ce que c'est un truc de planète à part ? À part. Alors, les prix, évidemment, mais même dans le principe. Enfin, je veux dire, dans sa fluidité, dans les tendances. Voilà, effectivement, là, oui. Alors, les prix, ça surprend. Il y a deux facettes de façon de le voir. Mais soit c'est un marché qui surperforme parce qu'en fait, en 1 heure, c'est réglé. Que ça soit à l'achat ou à la loc. En 1 heure, c'est réglé, quoi. Je veux dire, il y a tellement de demandes pour peu d'offres qu'en 1 heure, c'est réglé. Moi, ce que j'aime bien sur ce marché, qui quand même occupe 80% de notre chiffre d'affaires, c'est qu'il y a une rotation hallucinante. Parce que les gens changent d'appart tout le temps. Ah oui. Ouais. Ah d'accord. Je change de job, je change d'appart. Je change de job, je change d'appart. Exactement. Et ça, c'est assez spécifique à Paris. Ah oui. Alors ça commence parce que les gens changent plus de job à si Paris, vous voulez, il y a plus de tertiaires, enfin je sais pas, oui. Ouais, plus de tertiaires, plus de clusters, plus de start-up, moins de CDI, plus de nouvelles formes de travail, plus d'agilité, plus de rapidité, plus de vitesse. Oui, donc ça tombe beaucoup plus à Bordeaux. Le mec, il va s'installer à Bordeaux, il s'installe, quoi. Et pourtant, il est en location. Mais 2 ans après, il est encore, quoi. Ça bouge pas. Lyon, ça commence un peu à bouger. Là, je note qu'il y a un gros dynamisme sur Nantes, là, et Rennes aussi, mais bon, ça, c'était un peu des nouvelles destinations l'ouest de la France. Parce que pas très loin, etc. Mais voilà, en tout cas, Paris, je trouve que c'est à la fois du stress et en même temps, c'est de la vitesse, et du coup, c'est une rotation très rapide, quoi. Voilà. Mais c'est vrai que l'évolution des transports en commun, Rennes, l'arrivée du TGV, plus les outils qu'on s'est mis tous à utiliser beaucoup pendant le confinement, les visios, etc., font que il n'y a plus de distance. Il n'y a plus de distance. Vous pouvez être à Aix-en-Provence, à Rennes, etc. Et puis venir travailler 2 jours par semaine et tout va très bien. Donc le marché locatif et le marché de vente, il va être dépendant de ça. Et je pense que le télétravail et la décentralisation des choses va effectivement assainir l'augmentation des prix en Ile-de-France. Ouais. Sans pour autant qu'il y ait une chute. Non, mais par contre, ça, il y a rarement de chute. Il y en a. Mais donnez-moi rendez-vous dans 1 an, on verra ce qui s'est passé. Non, mais par contre, ça explose parce que du coup, les petits Parisiens qui, eux, ont l'habitude de mettre 1,5 million dans un achat, quand ils arrivent dans une ville. Le gars, il n'est pas parisien, pour dire les petits Parisiens. Si, non, mais parce que je reviens de Tours. J'ai mon meilleur ami qui habite là-bas. Et du coup, lui, il est agent immobilier. Et il m'a dit, mais attends, il y a eu 3 Parisiens qui sont arrivés. Ça y est, on a augmenté nos tarifs, quoi. Et ils ont raison parce qu'en fait, nous, donc les Tourangeaux, ils sont pas contents. Parce que si à chaque fois les Parisiens comme à Bordeaux, comme un machin, ils tirent les prix. Et avec 1 million, les Parisiens vont être testés par France entière parce qu'ils ont un pouvoir d'achat supérieur, largement supérieur. Ils ont l'habitude de dépenser. Donc ils arrivent, ils regardent pas la dépense et donc ils tirent les prix vers le haut. Quoi, c'est que 300 000 €, alors que les autres, ils étaient en train de négocier à 270. Quoi. Et finalement, le Parisien, c'est pas grave pour lui. Parce qu'il 30 000 €, c'est une place de parking à Paris. Ouais. Faut pas l'oublier. Donc moi, je note que ça va forcément. Donc, non seulement Paris va pas baisser ses prix, mais en plus, ça va augmenter les prix ailleurs. Donc l'immobilier a des bons jours à se faire. D'accord. Voilà, donc si on termine, encore une fois temporairement, sur forcément la question sur est-ce le bon moment, machin, là. Ah oui. La parole à Édouard Pellerin, est-ce que c'est le bon moment pour acheter de l'immobilier ? On en a parlé, valeur refuge, on en a parlé, les taux sont quand même bas. Malheureusement, il y a un peu de cristallisation pour les primo-accédants, mais j'espère que cette petite loi va fonctionner.
Et puis il y a une stabilité au cours des 20 ou 30 dernières années qu'on a nulle part ailleurs. Mais justement, le côté valeur refuge, pour les gens qui sont purement investisseurs, pas pour se loger, est-ce que c'est pas un peu moins sexy qu'une action Tesla, un Bitcoin Alors, c'est peut-être un peu moins sexy, qui ont ces fait gens-là, des progressions délirantes ces derniers Mais il mois? ne faut pas oublier qu'on n'en a pas parlé, enfin on a effleuré le problème, c'est qu'un investisseur dans l'immobilier, on a fait tout pour le faire partir, pour le faire disparaître, parce que la protection du locataire outre mesure, sans parler du phénomène de squatter, est catastrophique en France pour l'investisseur, mais c'est pas pour ça qu'ils ont tous disparu. D'accord. Justement, là aussi, on joue un rôle important là-dedans, parce que en fait, ceux qui font un investissement locatif, on se rend compte que quand il y a un mois à vide, eh ben, c'est beaucoup de rentabilité qui est perdue. Donc là, du coup, l'objectif, quand on est investisseur, c'est d'avoir un prestataire, un partenaire, une agence, quelqu'un qui te trouve un locataire tout de suite. D'accord. Voilà. Donc le spécialiste de la location, par rapport à l'acquisition, il est d'accord sur le fait que il n'y a pas de frein à acheter aujourd'hui. Oui. Non, il n'y a pas de frein. Et est-ce que ça se fait beaucoup en termes de... pour terminer vraiment en 2 mots, de l'investissement locatif, est-ce que... Alors, je sais plus, tous les ministres ont eu leur nom de programme, de dispositif pour l'investissement locatif ou presque. Donc je vais pas les citer. Est-ce que ça reste quelque chose de puissant dans l'investissement pour la location? Mais là, je vais même vous dire la bonne nouvelle. Périsol et autres, ce sont des oui, c'est vieux, mais manifestement ça reste. Mais oui, ça reste. Ben, ça a duré 10 ans. C'est 9 ans la contrepartie. Dans l'immobilier, c'est le temps long. Et 10 ans, c'est pas grand-chose. L'immobilier, c'est du moyen terme. Oui, ces dispositifs aident beaucoup et j'aimerais que quelque chose soit fait pour du logement intermédiaire. Parce qu'à ce moment-là, on viendrait créer et nourrir une strate du marché. Intermédiaire entre les deux, ce que vous évoquiez tout à l'heure. Et notamment, à un moment, on ne s'en rappelle plus, mais on avait la déductibilité des intérêts du premier crédit sur l'appartement, de ses revenus. Et ça, c'était un très bel outil. Ouais. D'accord ? Ouais, je partage et je pense que ça, l'intérêt de l'investissement locatif, il est loin d'être mort. Par contre, je pense qu'il va aller chercher des rentabilités un peu meilleures et donc pas forcément sur Paris, ça c'est sûr. Mais c'est sûr. Voilà. Donc du coup, ça va encore désengranger et aller un petit peu vers l'extérieur. Chercher des rentabilités un peu meilleures. Mais je vous taquine. Si on convertit massivement des immeubles de bureaux vides parce que télétravail en logement, on va augmenter l'offre. Est-ce qu'il n'y a pas un risque sur du coup Non, parce que d'abord, si votre souhait pour 2021 d'accélérer cette tendance de conversion du bureau vers le de la facilité, on ne pourra pas le faire partout parce qu'il y a des formes d'immeubles et des constructions d'immeubles qui ne permettront pas de le faire. Ensuite, il y a une partie que l'on doit ou pouvoir faire dans certaines zones en logement. Et il faut convertir une partie des bureaux en co-living pour accompagner les gens qui, justement, sont partis louer un appartement à Rennes et viennent travailler 3 jours par semaine. Et le reste du temps, ils télétravaillent puisqu'ils sont auto-entrepreneurs et que ces nouvelles vies, elles doivent aujourd'hui modifier la structure et l'organisation des immeubles que l'on a. Et l'immeuble de bureau avec le bureau de tant mètres carrés parce que vous êtes directeur, patron, etc., c'est fini, c'est mort. Il faut recycler tout ça. Vous êtes sûr, ça? J'en suis convaincu. Rendez-vous dans quelques années. D'accord, on ira visiter des immeubles de bureaux. Allez, il nous reste 5 grosses minutes. On va terminer l'émission en balayant 2 autres sujets. En fait, on va revenir sur des sujets qu'on a évoqués, mais un petit peu différemment, vous allez voir. 2 sujets pour terminer l'émission et qui vont boucler cette émission, puisqu'avec ces 2 sujets, on va revenir sur des sujets dans lesquels qu'on a déjà abordé un petit peu différemment. Regardez cette information, c'était une annonce d'hier, cette dépêche Reuters. Amazon a annoncé hier donc que l'entreprise allait dépenser 2 milliards de dollars pour créer des logements, enfin pour construire, donc on dit dans ce milieu-là, j'imagine, des logements affordable, donc pas trop cher, dans des régions où l'entreprise Amazon a ses entrepôts principaux. Donc Amazon va créer des logements pour ses salariés, de fait. Amazon qui a dû embaucher 400 000 salariés supplémentaires, je crois, rien que sur l'année 2020, compte tenu du confinement et des conséquences sur l'explosion du e-commerce.
C'est le retour de... C'est le paternalisme. C'est Michelin au siècle dernier. Hein. Alors justement, deux choses. Ouais, effectivement. On va créer des petites... Des résidences minières. Des villes, voilà, des villes dédiées à un employeur. C'est bien, c'est mal, ça fait peur, c'est intéressant. Il y a deux choses. Il y a une prise de conscience que quand d'un seul coup on recrute beaucoup de gens, on fait exploser un bassin d'emploi, il y a un impact sur les prix à la location, il y a un impact sur l'accès. Ils ne peuvent pas que habiter dans des caravanes, on dit beaucoup ça pour les employeurs. Donc forcément, ça, j'appelle ça un symbole de marque employeur. Et je souhaite à la France de bien écouter votre émission aujourd'hui, parce que c'est exactement ce qu'il faut faire. Pas forcément en faisant que des achats et mettre à disposition, parce qu'on a bien compris que les collaborateurs, ils n'ont pas envie de se retrouver le soir non plus dans le même immeuble. Ils s'en foutent. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de dire l'employeur se soucie du logement. Se soucie du truc. Et du coup, je mets à disposition des services pour permettre à mon employé d'être... au moins à court ou moyen terme. Et donc, est-ce que c'est imaginable ça en France? Effectivement, une entreprise, encore une fois, on l'a connue, mais au début de la révolution industrielle, qu'une entreprise comme ça construise les logements de c'est une entreprise moderne, je vais reprendre un champion de la technologie. Je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire que, effectivement, pour accompagner un problème on parlait de carence d'offres tout à l'heure, je crois, pour accompagner l'implantation d'une usine Amazon à un endroit, s'il n'y a pas de logement, qu'Amazon prend les devants, c'est plutôt salvateur en tant que protection par rapport aux salariés. En revanche, c'est vrai que si c'est du long terme pour eux, ils travaillent Amazon, ils mangent Amazon, ils boivent Amazon le soir. Ils dorment Amazon, c'est pas très glorieux, c'est pas très épanouissant quoi, en termes de diversité intellectuelle. Donc ça on n'est pas sûr qu'intellectuellement ce serait super bien apprécié en France. Je sais pas. Encore une fois, on l'a fait, mais attendez, vraiment. Vous voulez qu'on parle des résidences de la SNCF, des gendarmeries, comment est-ce qu'ils font? Ils vivent tous au même endroit. Oui, d'accord. Etc. Ça existe ce phénomène. Là, c'est parce que c'est Amazon qu'Amazon c'est le grand leader qui dérange tout le monde. C'est intéressant. Après une gendarmerie, c'est pas des. Oui, mais vous avez des résidences qui appartiennent à des grands entreprises de l'État. Mais c'est le legs de l'histoire. C'est pas des trucs nouveaux, quoi. Je veux dire, une boîte moderne créée il y a 25 ans. Mais pourquoi on l'a fait à l'époque? Pourquoi on l'a fait à l'époque? Pour que les salariés et que la main-d'œuvre soient à côté du lieu de travail. Et aussi pour les aider, pour éviter de tomber dans les problèmes de recherche de logement et de financement de logement et d'obtention de location. Et d'ailleurs, comme ils perdaient un peu d'argent, c'était mal géré, les gens n'étaient pas contents, c'est repassé dans les agences immobilières qui ont fait un centre de profit et puis on en a oublié l'impact de la marque employeur. Et là, ça revient. Pour rebondir sur la défense et sur c'est ça moi dont mais c'est ça qui m'intéresserait de comprendre, c'est aujourd'hui les employeurs qui font des économies du coup sur les bureaux. Est-ce qu'ils sont prêts? Pas encore, mais ils imaginent qu'ils vont en faire parce que pour l'instant ils continuent à payer les loyers quand même. Mais attendez, ils payent pas tous les services qui sont dans le truc toute la semaine au même nombre de personnes. Sûrement, non mais il y a des économies incroyables. Est-ce qu'ils sont prêts à mettre un peu au pot de l'autre côté pour dire écoute, moi je suis une super boîte, viens chez moi parce que moi je sais t'accueillir, je sais m'occuper de toi et d'ailleurs je vais même pas te proposer quelque chose comme le fait Amazon, je te laisse choisir. Prends Cocoon. Il a glissé son truc. Allez, on va être mettre à tout le monde ou un programme Valoptime. Voilà, on va être fair play avec tout le monde. Une dernière question. Je reviens aux États-Unis, aux événements de hier soir pour donc Twitter et Facebook et Instagram ont suspendu pendant quelques heures le compte personnel du président des États-Unis en expliquant que voilà. Sur le principe, encore une fois, que les réseaux sociaux soient en capacité de décider qui parle pas. C'est le premier ce qui s'est passé hier soir à tout point de vue, donc y compris sur le management par les réseaux sociaux du compte d'un twitto, pas n'importe qui, mais même s'il raconte n'importe quoi. Très rapidement, Lénaïque. S'il le faisait aussi pour tous les despotes du monde entier, ce serait chouette. Ouais. D'accord, faut mettre. Oui, ce serait chouette, mais c'est quand même une boîte privée. Voilà, Jack Dorsey pour ce qui est de Twitter, Mark Zuckerberg pour ce qui est de Facebook qui décide. Oui, non. Ouais, mais bon, en même temps, c'est une boîte privée. En même temps, les gens sont tous d'accord. Il y a de l'incitation à la haine, à la violence. Si on peut l'arrêter, moi, je suis pour. Ok. Edouard. Je trouve que on se met à utiliser et à consommer du réseau social en permanence. Et c'est un petit peu le réseau social qui finalement guide les idées et les locomotives du truc.
je pense qu'il faut prendre un petit peu de recul par rapport à tout ça. Et puis peut-être qu'ils se donnent bonne conscience aussi par rapport au fait que précisément les réseaux sociaux sont aussi un peu ce qui entretient que 3 heures. toutes ces... Oui, mais bon, déjà il y avait les warnings, après matin, suspension, puis à suivre. Merci à tous les deux d'avoir été mes invités. On a beaucoup parlé d'immobilier, c'était passionnant. Merci beaucoup. Très bonne soirée. On se retrouve demain, même heure sur Bismart.